On va démarrer la masterclass, il est 11 il est 10h, 10h05 GMT. On va démarrer la masterclass avec un petit exercice qui s'appelle le brise-glace. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on te mette en plein écran, Olivia, pour ce petit exercice de brise-glace, qui est un petit peu un moment simple, mais un moment de vérité, qui nous permet de découvrir l'expert sous un autre angle et pas uniquement sous sa bio classique qu'on peut trouver sur Internet. Ça te va? Ouais, moi, je m'attendre. Quatre questions simples, des réponses toutes simples, ne te prends même pas la tête avec. Alors, Olivia Longa, première question. Olivia, en un mot, c'est quel mot et pourquoi? Rebelle. Je dirais, Ah, rebelle. Je crois que c'est ce que j'ai toujours été depuis que je suis toute petite. Il y a peut-être là un héritage culturel puisque je suis camerounaise et camerounaise Bassa, donc un peuple qui est connu pour avoir résisté à l'occupation et s'être beaucoup battu pour obtenir dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Donc bon, si on veut un peu caricaturer, bon, une Massa rebelle, c'est un peu, c'est C'est finalement, euh, c'est finalement cohérent. Mais rebelle aussi, ça indique la volonté aussi de ne pas accepter toujours l'ordre établi, ne pas accepter le statu quo, refuser l'impuissance. Donc oui, rebelle dans le sens où je crois enfin même pas, je sais pas si je crois, mais je suis habitée par un devoir d'agir permanent et puis et puis une impossibilité à accepter le fait établi, surtout s'il est injuste. wow. Ça en dit long déjà. Tu mets la barre haut pour la première question. Super. Merci, Olivia. On passe à la deuxième question. Si tu devais retenir, je veux dire, la leçon principale qui a marqué ton parcours, ce serait laquelle et pourquoi? Waouh. Qui a marqué mon parcours professionnel Oui, ou mon parcours de vie. les deux. Celle que tu veux nous partager, oui. Moi, je voudrais partager quelque chose que j'espère bienveillant, qui est que, et surtout les professionnels de la com, et surtout dans les métiers de crise, mais ça vaut pas seulement pour la com, tout finit toujours par passer. Il y a des moments où on a l'impression que de ce qu'on va faire à cet instant-là dépend la marche du monde. Parfois, oui, mais quand même, dans 99% des cas, on peut quand même estimer que la Terre va s'arrêter de tourner, ne va pas s'arrêter de tourner et ne repose pas entièrement sur nos épaules. Donc, voilà, la leçon, c'est que prendre un peu de distance, prendre un peu de recul, tout n'est pas une question de vie ou de mort. Hmm. Wow, super comme conseil. Tout n'est pas une question de vie ou de mort et prendre un peu de la hauteur par rapport à ce qu'on traverse, car tout finit toujours pas passer. Très bien, super. Troisième question pour toi, Olivia. Si tu devais donner quel conseil tu donnerais à la Olivia d'il y a 15 ans? Trouve-toi un mentor. Ouh! Non, la première chose je dirais, moi je suis impressionnée par le fait qu'il y ait des plateformes aujourd'hui comme Entourage qui permettent de systémiser ce type de processus. Et vraiment, je suis très admirative du travail que vous faites et ce que vous faites est très important et peut-être plus que ce que vous ne pouvez mesurer. Moi, j'ai beaucoup été seule hein, au cours de ma vie, au cours de ma carrière. J'ai fait beaucoup de choses toute seule et je crois aussi que j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je n'ai pas eu de grands frères ou de grandes sœurs ou de figures bienveillantes comme ça qui m'auraient dit, ah, Olivia, là, tu as peut-être raison, mais tu vois, regarde les choses plutôt de cette manière-là ou fais différemment. Donc, le conseil principal que je donnerais, c'est celui-là à Olivia d'il y a 10 ans, 15 ans. Trouve-toi un mentor et l'humilité de demander secours. Moi, j'ai longtemps cru, et c'est un travers aussi qui est souvent féminin d'ailleurs, mais qu'il faut absolument faire ses preuves, qu'il faut montrer qu'on est hyper vaillant, capable de tout surmonter tout seul. Il n'y a pas de mérite à réussir en souffrant si on aurait pu le faire beaucoup plus facilement en ayant demandé conseil. Wow, il n'y a pas de mérite à réussir en souffrant. Très bien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous entendez parce que je ne vois pas de cœur, de réaction là, alors qu'elle est en train de nous démarrer déjà la masterclass, hein. Non, mais c'est des super punchlines. Merci, Olivia. Et peut-être quatrième. Ah, enfin, merci pour les réactions quand même.
quatrième et dernière question. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Alors, si j'étais un animal. Alors, mais évidemment, je veux dire à ceux qui nous écoutent que ces questions ne m'ont pas été envoyées à l'avance. Non, du tout. Pour le coup, je fais vraiment l'exercice du brise-glace. Écoutez, je ne sais pas Exactement. quel animal je pourrais être, mais pour continuer à entrer dans nos traditions africaines, et puisque l'essentiel, je pense, du récit que je vais porter aujourd'hui, c'est comment donner de la force au narratif africain. Je suis donc Bassa du Cameroun, et au Cameroun, les Bassa du Cameroun, notre animal totem, c'est l'araignée. Et chez nous, on ne tue pas les araignées parce que la mythologie raconte qu'à un moment, nous étions persécutés et avons dû nous réfugier dans la grotte de Ngokle-Touba. C'était une araignée géante qui s'est mise devant la grotte pour nous protéger des ennemis. Donc voilà, je ne sais pas si je voudrais être une araignée, mais en tout cas, si vous croisez une araignée prochainement, dites merci parce que nous avons dit un fier service. Super. Parfait. Merci beaucoup, Olivia, pour avoir joué le jeu. Tu as vu, c'était pas si compliqué. C'était assez facile, même avec toi. Ouais, C'était super. c'est- Ah non, c'est top. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez suivi ce brise-glace avec attention. Pour ceux qui nous rejoignent, je résume Olivia en quatre questions. Olivia, c'est la rebelle. Le mot qui la caractérise, c'est rebelle. Rebelle parce qu'elle est camerounaise Bassa. Et du coup, en tant que camerounaise Bassa, elle a grandi avec cette essence de lutter, de se battre pour ce qu'elle a, de ne pas accepter le statu quo, de refuser surtout l'impuissance et l'injustice. Et elle est habitée par un devoir d'agir permanent, surtout quand c'est dans un contexte d'injustice. Olivia, si elle devait donner une leçon qui a marqué tout son parcours, même une leçon de vie, si je peux dire, surtout pour les personnes de la communication, dans la gestion de crise, où on pense que quand les crises arrivent, le monde tourne autour de ce problème-là, son message, c'est de dire tout finit toujours par passer. Prenez de la hauteur, prenez du recul dans tout ce que vous traversez. Tout n'est pas si important et tout finit toujours par passer. Si elle devait donner un conseil à la jeune Olivia d'il y a 15 ans, c'est trouve-toi un mentor. Trouve-toi un mentor le plus vite possible pour apprendre de ce mentor, pour avoir des guidance et pour éviter les erreurs. Et son mot de la fin, c'est il n'y a pas de mérite à réussir en souffrant. Et enfin, Olivia, On avait pu le faire tout seul sans souffrir en ayant demandé conseil. Si ça avait pu se faire plus facilement sans souffrir. tout à fait, tout à fait. Et enfin, Olivia, si c'était un animal, en tout cas l'animal qui se rapprocherait de sa vision serait l'araignée. L'araignée, pareil, toujours parce que c'est une Camerounaise de Bassa. Et l'araignée, parce que l'araignée protège sa tribu des ennemis. Et donc, je pense que ça rejoint un peu ta personnalité, qui est de défendre et de porter aujourd'hui le narratif africain, de le raconter à ta manière pour nous représenter. Est-ce que j'ai bien résumé, Olivia, en quatre questions? Oui, chef. Super. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Peut-être un petit mot sur Entourage, l'initiative qui nous réunit, Olivia, avant que je présente Entourage officiellement. Bien sûr, un mot de ma part. Oui, un mot de ta part sur l'initiative, c'est vrai. Mais en fait, je crois que ce que j'ai dit précédemment était déjà une introduction à tout ce que je pense de bien du type d'initiative comme Entourage. S'il avait fallu, moi, au moment où je commençais ma carrière, d'un seul clic sur une plateforme et de réserver un rendez-vous comme ça aussi facilement pour obtenir les lumières dont j'en avais besoin, ça aurait changé beaucoup de choses et peut-être même changé la vie. Donc, bravo, Entourage, pour cette initiative. Et puis, vous pourrez toujours compter sur moi. Super. Merci beaucoup, Olivia. Je prends 2 minutes pour présenter Entourage parce que chaque semaine, c'est une nouvelle masterclass, une nouvelle audience. Donc, je me présente, mesdames et messieurs. Je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice d'Entourage. Et mon message pour vous aujourd'hui, c'est si vous portez un projet ambitieux, que ce soit un projet de carrière ou de business en Afrique, pour l'Afrique, et que vous recherchez des conseils fiables, ne cherchez plus. Vous avez l'ambition, nous avons les experts. À travers Entourage, c'est certains visages que vous reconnaissez, c'est des visages d'experts qui nous font confiance et qui ont pour mission aujourd'hui d'accélérer votre trajectoire en Afrique. Notre vocation sur Entourage, c'est de démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Et ces experts, c'est des experts qui sont des devanciers. Donc, c'est des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous rencontrez aujourd'hui et qui jouent le jeu, sont prêts à vous apporter des éléments de réponse sur leurs clés de succès ou même parfois les clés de leur échec et vous éviter de commettre les mêmes erreurs.
C'est des experts qui sont des décideurs. Ils sont tous à la tête de c'est des chefs d'entreprise à la tête d'entreprises et d'organisations qui peuvent vous apporter des opportunités si votre projet est pertinent et cohérent avec eux. Et c'est des experts qui sont des facilitateurs qui peuvent vous connecter à la bonne personne pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en Afrique. Ça se passe sur www.entourage.africa. Aujourd'hui, c'est plus de 90 experts qui nous font confiance, avec en moyenne une vingtaine d'années d'expérience. Tous les mois, on rajoute minutieusement 3 à 4 experts où on s'assure que leur expertise est vraiment ce qu'il faut pour vous accompagner. C'est plus de 30 secteurs représentés sur la plateforme. Tout ça pour dire quoi? Peu importe votre besoin, votre recherche d'accompagnement sur l'Afrique, on est sûr qu'on a la réponse sur Entourage à travers nos experts. www.entourage.africa, le lien est dans le chat. Comment ça marche? C'est une plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payant de 30 minutes à 60 minutes avec ces experts de haut niveau et vous leur posez vos questions pour obtenir des conseils personnalisés afin de développer votre carrière ou votre business en Afrique. Donc, dorénavant, à travers Entourage, vous accédez à des experts de qualité et très inaccessibles. Vous obtenez des conseils personnalisés et vous repartez gagnant avec des objectifs que vous atteignez beaucoup plus rapidement. Ça fait 1 an qu'on existe, ça marche déjà. Il y a pas mal de clients qu'on a accompagnés et qui évaluent les experts au jour le jour après les sessions. Les clients se disent boostés et capables d'oser après des sessions entourage. Donc, on espère que vous en ferez de même à travers notre accompagnement. Et on a lancé récemment un produit qui s'appelle Entourage Plus, où on vous décrypte le parcours de vos experts. Et c'est à travers ce produit que justement Olivier est avec nous aujourd'hui, où elle va nous présenter son parcours, ses stratégies. Tout ceci va être documenté et va être mis à disposition des membres Entourage Plus. C'est un espace de réussite pour les entrepreneurs et professionnels ambitieux sur l'Afrique. On vous partage des contenus de qualité à travers des études de cas. On vous donne également accès à un réseau, une communauté d'entrepreneurs ambitieux comme vous et moi. Et enfin, on invite les experts un petit groupe privé où ils viennent répondre à nos questions. Ça s'appelle Entourage Plus. Je vous le présenterai à la fin de la masterclass. Mais aujourd'hui, on est là avec Oliviane Loga parce que tous les samedis, nos experts jouent le jeu. Ils viennent sur la plateforme, ils viennent en ligne pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ils nous forment sur leur thématique d'expertise. Ils nous élèvent à leur côté. Et ce samedi, c'est Madame Oliviane Loga qui joue le jeu et qui va nous former sur sa thématique d'expertise qui est comment est-ce qu'on maîtrise les relations publiques et la communication de crise en Afrique. Olivia, la parole est à toi. Je coupe mon partage d'écran pour te donner la main. Alors, et moi, je vais essayer de reprendre sur le partage d'écran sans engendrer de couac technique. Pas de souci, Je demande juste un instant. bien sûr. Donc, le lien de la plateforme est dans le chat pendant qu'Olivia se partage l'écran et le lien de Entourage plus également l'espace. Tout est dans le chat pour vous. On en reparle à la fin de la masterclass. Je crois qu'on voit ton écran là. Parfait. Ah, juste un petit instant. Je demande juste un instant. Ah, pas de souci. N'hésite pas à meubler hein, pendant ce temps-là. Pas de souci. Donc, pendant qu'Olivia nous projette sa présentation, donc Entourage vous a présenté ce qu'on fait. C'est une plateforme de mise en relation pour que vous réservez des sessions avec des experts. Et Entourage Plus, c'est vraiment, voilà, c'est l'espace de réussite, comme je le disais, où chaque semaine, je crois qu'à date, on a déjà plus de 70 heures de masterclass qui sont stockées sur la plateforme parce que les masterclass sont gratuites, comme vous le voyez, hein. Mais par contre, les replays, ils sont disponibles sur Entourage Plus pour les membres qui ont pris leur abonnement. Les études de cas également qu'on rédige pour vous documenter, vous décrypter les stratégies de succès de nos experts sont également sur la plateforme. Tous les mois, on invite 1 à 2 experts, un expert RH pour les carrières et un expert entrepreneur pour les entrepreneurs. Ils viennent et on leur pose des questions directement en petit comité, des groupes d'une vingtaine, trentaine de personnes. On leur pose nos premières questions, on se nourrit des réponses de groupe et ensuite ceux qui sont prêts vont en one-to-one sur Entourage. Et dernier volet d'Entourage Plus, c'est les événements. On a accès à des événements premium quand nos experts voyagent. Ben, Olivia, je ne sais pas quand tu viens à Cotonou la prochaine fois, mais on organise des dîners privés pour nos experts où ils Oui, rencontrent il les n'y a pas membres. très longtemps, mais après le dîner.
Exactement, exactement. Voilà, donc c'est ça un petit peu Entourage et Entourage Plus, nos deux produits phares qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place ce mouvement d'utilité, d'excellence au service de l'Afrique. La parole est à toi, Olivia. Très bien. Super. Encore une fois, merci beaucoup de me recevoir sur la plateforme Entourage. Et le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui, mais vous savez déjà, porte sur les relations publiques et la communication de crise en Afrique. Je vais essayer de changer de slide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette loi selon laquelle la tech vous laisse toujours tomber au moment où vous en avez le plus besoin. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Fait. Tout à fait. Voilà, c'est bon, ça marche. Bon, très bien. Ce que je vais commencer par dire, c'est que les Africains sont des... par là que j'ai commencé. En réalité, je vais commencer par vous dire que moi, je voudrais que ces masterclass soient un moment où vous appreniez vraiment. Donc, je ne vais pas vous donner un cours rhétorique, un cours très théorique comme ça sur les relations publiques en Afrique, parce que j'estime que il y a déjà plein d'ouvrages extrêmement documentés sur la question et n'importe quel outil d'intelligence artificielle peut vous donner un plan en trois parties avec un grand 1, un grand 1, un grand 2. Moi, je voudrais, c'est que ce que nous passions ensemble soit, le temps que nous passions ensemble soit un moment utile et par conséquent, en fait, qu'on se penche davantage sur ce qui est entre les lignes, sur ce qui n'est pas forcément écrit et avec un véritable retour d'expérience et une conversation les uns avec les autres. D'abord, les Africains sont des storytellers par défaut. Et ça, on le sait parce que c'est notre nature. Nous sommes des communicants, nous avons nos traditions orales, nos traditions sociales qui font de nous des personnes qui naturellement vont se réunir autour de l'arbre à palabre pour discuter, des personnes qui vont échanger à travers la culture orale et les traditions orales. Donc il y a quelque chose comme ça sur notre continent qui relève de notre ADN lorsqu'il s'agit de savoir raconter des histoires. Et puis au-delà de ça, notre vie entière est construite autour de la construction de relations publiques. Moi, je suis toujours impressionnée par le nombre de réunions, tontines, associations, groupes de familles, etc., dont nous faisons tous partie. Donc, je veux, euh, je veux d'abord commencer par nous décomplexer vis-à-vis de ce sujet. Les communicants africains ont de plus que les autres, qu'en plus, tout leur environnement, toute leur tradition les y ont déjà plus ou moins préparés. Et le génie africain consiste en fait à transposer notre originalité à des marques et à des produits. Et la manière dont on fait des activations, par exemple en Afrique, c'est toujours mille fois plus intéressant, mille fois plus drôle, plus vibrant, parce qu'une partie de notre génie, justement, a consisté à faire en sorte de ne pas forcément copier les modèles de campagne statiques internationales, mais savoir toujours apporter nos touches locales lorsque nous faisons des activations. Et ce qui est une des raisons pour laquelle je pense aussi que l'environnement communicationnel africain est aussi le plus divertissant en réalité. Il s'inscrit dans une réalité africaine qui est particulière. La première, c'est que l'Afrique n'est pas un pays. Alors vous vous direz, je m'adresse à un public d'Africains, pourquoi est-ce que je me sens le besoin de le redire encore? Parce que nous-mêmes, parfois, ne sommes pas conscients toujours de la grande diversité des cultures, des manières de faire à travers l'ensemble du continent. On ne fait pas du tout des relations publiques en Afrique du Sud de la même manière qu'on les fait au Sénégal, par exemple. La culture est différente et les procédés sont différents. Je vais penser à vous prendre deux exemples. Le premier exemple est celui d'un communiqué de presse, par exemple. Un communiqué de presse au Kenya
et informatif, généralement bien écrit. Il fait une page à peu près. Un communiqué de presse en Afrique du Sud est le plus succinct possible. Les journalistes sud-africains détestent qu'on leur dise ce qu'ils doivent écrire. Et donc, un communiqué de presse en Afrique du Sud va vraiment ressembler à des bullet points avec les informations principales, une ou deux citations, mais vraiment minimalistes. Et un communiqué de presse en Afrique francophone, chez nous en Afrique francophone, bah, c'est presque déjà l'article que vous avez envie de lire. Donc voilà juste un exemple pour vous dire à quel point, y compris à l'intérieur du continent africain, les méthodologies, les pratiques, les manières, les écosystèmes sont extrêmement différents. Je vais vous prendre aussi un autre exemple qui est de celui de la manière dont on pitch quand on propose une histoire à un média américain ou un média londonien, par exemple, on n'a pas le droit, si c'est une interview, de leur demander quelles sont les questions qu'ils comptent nous poser. Ça ne se fait pas. En revanche, on sait que la pratique en Afrique francophone est beaucoup plus souple. On peut demander pas les questions, parce que je pense que demander les questions, c'est pas toujours être en total respect du travail du journalisme, mais on peut demander, au moins demander les angles. Et puis, un autre exemple que je peux vous donner pour vous montrer à quel point l'Afrique est diverse, y compris dans ses écosystèmes communicationnels, c'est la voix, par exemple, l'audio. Un pays comme le Niger, par exemple, c'est un pays où le taux d'alphabétisation se situe entre 60 et 70%. Et donc, quand vous faites une campagne au Niger ou quand vous avez un message à partager au Niger, l'affiche, l'écrit ne doit pas être votre canal privilégié. Ce qui va être totalement différent si c'est dans un pays comme, je sais pas moi, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal où ce sont de grands lettrés, ou un pays d'Afrique anglophone d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va entrer sur le détail de la voix, par exemple, on va constater que le Niger est un des pays au monde où le taux d'utilisation de la voix, de l'audio sur WhatsApp est le plus élevé et est le plus important. Et donc ça nous dit beaucoup de choses intéressantes que nous devons savoir interpréter en termes, en tant que communicants. Ça veut dire évidemment, et vous l'aurez déjà compris, que lorsque nous mettons en place nos campagnes, nous devons prendre en compte les spécificités des médias qui comptent le plus pour nos audiences africaines. La deuxième chose que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est que l'Afrique est la population la plus jeune au monde. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. 70, c'est beaucoup. Ça veut dire que quelle que soit la campagne que vous faites, le produit que vous vendez, le service que vous promouvez ou le message que vous voulez faire passer, il y aura, les jeunes seront toujours, sur le continent africain, une part essentielle de votre cible. Ça impose de changer le ton de la communication. Ça impose de le prendre en compte dans le langage dans notre marque, dans l'utilisation de l'argot. Par exemple, j'avais il n'y a pas très longtemps un débat sur est-ce que c'est bien fondé d'utiliser... non, la question c'était est-ce que c'est joli d'utiliser ou pas de l'argot dans toutes les campagnes de communication qu'on voit un peu partout sur le continent africain. Et je répondais que la question n'est pas si, selon nos goûts, les uns et les autres, on trouve ça joli ou non, mais est-ce que c'est justifié? Et effectivement, dans un contexte où 70% des personnes, de la population en général, à moins de 30 ans, de fait, nos langages de communication doivent être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus jeunes, plus légers, plus modernes, avec davantage de tutoiement, par exemple. Et ça, ce sont des spécificités qu'on n'observe pas nécessairement ailleurs dans le reste du monde. Donc évidemment, l'enjeu pour nous, c'est de communiquer en Afrique pour les cibles africaines et à l'africaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que 42% en 2030, on estime que 42% de la jeunesse mondiale sera africaine.
Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que c'est important que d'abord en tant que personne, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui nous font l'amitié de leur compagnie, quel que soit votre âge, en 2030, donc pas très longtemps, presque demain, la moitié de la jeunesse, presque la moitié de la jeunesse au monde sera africaine. Et donc, vous êtes important. C'est là où je voulais en venir. La jeunesse africaine est beaucoup plus importante qu'elle ne le soupçonne. Et donc, c'est une prise en compte impérative qui en suit dans le poids que l'on donne à la communication et la place qu'on veut avoir et qu'on veut prendre dans l'écosystème de la communication mondiale. Nous ne sommes pas une minorité. Nous ne sommes pas une minorité, ce qui veut dire que cela doit se traduire dans le ton de notre parole, dans la manière dont nous nous affirmons, dans le fait, et nous le faisons déjà, de cesser de nous excuser d'être qui nous sommes, et puis de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire que les sujets nos sujets de société, nos sujets d'intérêt, nos préoccupations sont des préoccupations mondiales. Voilà, je trouvais que c'était important de le savoir et de le dire et de décider d'en prendre compte dans nos postures de communication. Ensuite, je voudrais vous parler de l'histoire de la tortue et de l'antilope. Alors, la tortue et l'antilope, vous connaissez déjà cette histoire, j'en suis certaine. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'équivalent du lièvre et de la tortue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est l'histoire d'une tortue et d'une antilope qui décident dans la brousse de faire la course. Parce qu'il faut bien qu'on s'amuse aussi dans la brousse, faut pas croire, les animaux ont une vie sociale très intéressante. Et puis évidemment, l'antilope, comme ça, très élancée, grande, élégante, et parfaitement sûre de gagner la course au détriment de la tortue qui, elle, avance pas à pas et tout doucement. Et la fin de cette histoire dont que je vais vous spoiler, c'est que c'est la tortue qui gagne, exactement comme dans le lièvre et la tortue. Pourquoi est-ce que c'est la tortue qui gagne? Vous allez comprendre où je veux en venir. Parce que la préparation bat le coup d'éclat à tous les coups. C'est extrêmement l'une des tendances que nous avons beaucoup, il y a un des travers que nous avons beaucoup, c'est de considérer qu'on va tout de suite faire le coup de com'. Il faut savoir raisonner en dehors du coup de com'. Le coup de com' n'est pas l'alpha, l'oméga et l'essence de votre quotidien et votre mission en tant que communicant. La communication, c'est un travail de fourmi. C'est être, oui, c'est être davantage fourmi que cigale. C'est un travail de minution, de construction au quotidien. Et parce qu'on est aujourd'hui dans une culture avec les réseaux sociaux, avec en plus la facilité qu'on a à créer aujourd'hui des outils de communication visuelle, par exemple, on pense que la communication à tort est accessible, alors que, deuxième évidence de cette masterclass, la communication est un métier. Et ce métier, qu'est-ce qu'il exige? Il exige de la patience. Et il exige d'accepter que ce n'est pas un métier forcément de show-off, mais un métier de rigueur. Je voudrais que vous sachiez que c'est très important de cartographier ses parties prenantes. Par exemple, de se dire que communiquer ne se réduit pas à avoir l'idée originale. Parce que qu'est-ce qu'on fait de cette idée originale, cette idée brillante et créative qu'on a eue au moment de l'exécuter? Moi, je déteste vivre dans le pays en théorie. Je crois que c'est une des choses qui me caractérise le plus. J'aime penser que, pour employer un anglicisme, I'm a doer. Le pays en théorie où on fait comme ça, et puis il va se passer comme ça va se passer comme ça, et puis le public va réagir.
Dans la vraie vie en général, et ça m'est déjà arrivé de discuter avec des équipes et des gens qui me présentaient des plans vraiment extraordinaires avec une interview dans le New York Times pour tel ou tel client. Chouette. Mais sinon, est-ce que tu as le numéro du gars du New York Times? Nous ne vivons pas dans le pays en théorie. Nous ne vivons pas dans un pays qui est uniquement un pays de rhétorique, d'idées. Nous vivons dans un environnement où il faut se retroucher les manches, où il faut être capable d'identifier quels sont les 20 journalistes clés dans mon secteur d'activité. Ce que je voudrais, c'est que les jeunes communicants soient capables de me citer de tête les 20 journalistes clés qui comptent dans leur secteur avant de me parler de la brillante idée fantastique qui va buzzer sur les réseaux sociaux ou de l'activation formidable qu'on va faire ou l'histoire extraordinaire qu'on va raconter et dont le monde entier va parler. Comment? Le comment est le plus important dans notre métier. Le comment est ce qui nous distingue de Pierre, Paul, Jacques et ma grand-mère qui font de la communication et qui sont convaincus qu'ils font de la communication, qui communiquent. Tout le monde communique, tout le monde n'est pas communicant. On est communicant quand on sait faire ça, quand on sait faire identifier les 20 journalistes clés dans notre secteur. Quand on sait qu'au quotidien, on doit suivre les médias qui comptent pour notre audience, c'est-à-dire ne pas vivre en vase clos et en bulle. Moi, par exemple, j'aime, entre autres choses, la littérature française du 19e. Bon, c'est formidable. Ça m'aide pour, j'imagine, dans mes qualités, pour avoir des qualités rédactionnelles, dans la manière d'écrire. 70%, les 70% d'Africains de moins de 30 ans dont on parlait tout à l'heure, je ne suis pas certaine qu'ils soient fans de la prose de Balzac. Et donc, il ne s'agit pas que de nous. C'est un réflexe comme ça, un peu pavlovien que nous avons tous, de penser que en fait l'autre me ressemble et donc la personne à qui je dois adresser mon message est comme moi. C'est faux, c'est faux et archi faux. Toi-même n'es pas la cible. Donc il faut faire l'effort intellectuel, mais c'est un effort en temps aussi de suivre les influenceurs, les leaders d'opinion, les sujets d'actualité qui font le bruit dans la société dans la société qui nous environne. Faire attention à tous les signaux faibles. Mais grosso modo, la communication ne peut pas être un métier de sourd. Il nous oblige sans arrêt à penser en dehors de nous-mêmes, à lire en dehors de nous-mêmes, à nous renseigner en dehors de ce qui nous intéresse, mais à sortir de soi. On est un bon communicant lorsqu'on est capable de savoir quel est l'influenceur préféré de telle catégorie, catégorie sociale ou de telle tranche d'âge dans tel pays, même si on n'est pas dans ce pays, même si on n'est pas dans la tranche d'âge concernée, et même s'il parle de choses qui nous intéressent, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est notre devoir de savoir. Donc c'est un métier de curiosité. Mais la curiosité, ce travail, c'est un exercice. Donc, écoutez, lisez, soyez attentifs, c'est extrêmement important. Mais cartographier, en fait. Cartographier, parce que nous vendons des savoir-faire en tant que communicants. Nous vendons du produit intellectuel. Ce n'est pas comme si on entre dans un magasin, on va acheter des beignets, on sort avec son beignet. On vend un produit intellectuel quand on est communicant. Et donc, il doit nous obliger en permanence à faire travailler notre intellect, à nourrir notre base de données personnelle. Et ça, c'est un vrai travail. La deuxième chose que je voudrais vous dire et qui me semble importante, c'est à construire des relations. Je le disais, c'est pas un métier de sourd, mais c'est pas un métier de solitaire non plus. On ne peut pas faire on est obligé d'être hors les murs lorsqu'on est un communicant. Et notre métier se pratique essentiellement hors les murs. Par là, ce que je veux dire, c'est que
ce numéro du journaliste international ou pas international d'ailleurs dont on a besoin, on va le trouver dehors. On va le trouver en assistant à des événements, en construisant des relations, en étant proactif dans la manière dont on développe notre réseau. Euh, mais pour être des relations publiques impliquent d'être dehors en train de construire des relations. Ça va sans dire, mais ça va beaucoup mieux en le disant. Et puis, une chose qui, moi, me paraît importante, c'est être sympa. Et être sympa, quand on fait un métier de relations publiques, d'influence ou d'affaires publiques, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas a good to have, c'est pas superfétatoire, c'est essentiel. Parce que nous, généralement, qu'est-ce que nous produisons comme valeur? La capacité de connecter un tel avec un tel, la capacité d'obtenir une invitation sur tel journal télévisé, etc. Et donc, je veux donc dire que être sympa, c'est obligatoire. Soyez quelqu'un à qui on a envie de rendre des services. Mais pour être quelqu'un à qui on a envie de rendre des services, il faut soi-même s'obliger à une certaine hygiène, c'est-à-dire avoir des rendez-vous, par exemple, avec les journalistes, pas forcément lorsque ça correspond à un agenda commercial pour nous. C'est ça qui fait la différence en réalité. Je crois qu'un bon communicant, c'est un communicant qui non seulement connaît ses journalistes, qui sait ce qu'ils aiment, qui sait leur envoyer un petit message quand c'est leur anniversaire, qui les félicite sur un article d'eux qu'ils ont lu et qui n'a rien à voir avec notre actualité à nous. Parce que la prochaine fois qu'on contacte ce journaliste, et qu'on lui dit, écoute, j'ai tel sujet à te pitcher. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage de presse, de venir en voyage de presse avec moi dans tel ou tel pays, ou de faire peut-être un numéro spécial sur telle problématique. Il se souviendra qu'on n'est pas quelqu'un qui apparaît seulement quand elle a un besoin. Et encore une fois, dans relation, il y a relation. Dans relation publique, il y a relation. Ça fonctionne si ces relations-là, on les cultive, on les nourrit, on les fait grandir avec méthodologie. Donc, apprenez à appeler vos journalistes quand vous n'avez rien à leur vendre comme idée ou comme produit, à être sympa avec eux, à aller déjeuner avec eux de temps en temps, à aller boire un verre, etc. Parce que c'est ce qui va faire la différence quand vous aurez besoin de répondre à une situation de crise et qui sera one phone call away, pour employer un anglicisme. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas réfléchir à machin, etc. Et que ça se jouera à j'appelle un tel et je sais qu'il va décrocher. Ça se jouera par exemple à avoir des informations avant, euh, avant qu'elles ne soient publiées et ce qui permet d'anticiper les crises. Par exemple, je prends un exemple, et un exemple qui m'arrive souvent. Un ami journaliste qui, parce qu'il y a quand même une intégrité journaliste, va pas me dire on prépare tel sujet sur tel de tes clients et ça va être un peu chaud. Mais parce que c'est un ami, parce que c'est quelqu'un que je vois de temps en temps, qu'on boit des verres ensemble, qu'on parle du dernier livre qu'on a lu ensemble, on va avoir une conversation. Et dans cette conversation, casual, je vais savoir qu'il y a un sujet qui se prépare et la communicante va savoir qu'attention, on a une crise qui arrive là dans à peu près 1 ou 2 semaines. Tel média va publier tel article. Je n'ai pas l'article, je ne sais pas, mais je sais qu'on doit être préparé. Et ça se joue hors les murs. Donc voilà, j'ai essayé d'avancer. Je suis très bavarde, hein, mais voilà. Puis 5 erreurs à éviter, importantes. La première, et ça rejoint la dimension de personnalisation que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle du communiqué de presse générique. Le communiqué de presse généré que vous envoyez à tous les journalistes, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur sujet, quel que soit ce qu'ils couvrent, on ne fait pas dans le volume, on fait un métier de tailleur. Donc, il ne s'agit pas d'envoyer le communiqué de presse à 500 journalistes
Si dans les 500, il y en a 200 qui sont des journalistes, peut-être pas du pays, ou qui couvrent pas l'actualité nationale. Dans les 300 restants, il y en a 100 qui sont des journalistes spécialisés en économie, alors que notre sujet porte sur la santé. Et si en plus on n'a pas... Enfin, voilà. Donc, j'entends donc par là que les communiqués de presse, vaut mieux faire dans la quantité, dans la finesse, dans la qualité, pardon, et dans la finesse, que dans la quantité. Dire j'ai envoyé le communiqué de presse à 500 journalistes n'est pas un indicateur de performance. L'indicateur de performance, et ce qui nous ferait d'ailleurs gagner en temps et montrerait qu'on a stratégisé notre approche, c'est de se dire, euh, bon, des journalistes qui sont vraiment susceptibles d'écrire sur le sujet et à qui je peux parler, à qui je peux avoir des one-one, il y en a 5 ou 10, et j'ai pitché cela directement, plutôt que d'écrire un mail générique qui va aller à un mass mail. Et plus loin encore, se dire, plutôt qu'une brève dans 20 médias ou 30 médias, est-ce que j'ai peut-être pas intérêt à avoir un dossier spécial dans un seul? Donc voilà, les manières dont je vous invite à réfléchir, c'est-à-dire personnaliser votre approche vis-à-vis des médias au sujet dont il est question. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais je la répète, éviter de contacter les médias uniquement quand on a besoin d'eux, parce qu'ils s'en souviennent. Et quand on les a contactés, quand on n'a pas eu besoin d'eux, ils s'en souviennent aussi et sont beaucoup plus prompts à nous rendre service lorsqu'on leur en, demande. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut aussi être pour eux quelqu'un d'utile. Il y a 2 semaines, 2 semaines ou une semaine d'ailleurs, je sais plus. Un journaliste que je connais, un journaliste français, m'a contacté parce qu'il préparait un article sur l'élection présidentielle au Cameroun qui a eu lieu la semaine prochaine. Je veux que vous soyez ce genre de personne utile. Parce qu'en fait, créer de la valeur, hein, il faut savoir créer de la valeur. Il m'a appelé, moi, j'avais pas je n'étais pas partie prenante dans cette élection. Je lui ai dit, ah bah, je connais un tel, je peux te donner. Il voulait un numéro de téléphone que je lui ai donné immédiatement. Et puis je lui ai dit, ah, tu devrais parler aussi à un tel. Je lui ai donné 3 ou 4 contacts comme ça sur lesquels il s'est appuyé pour écrire son article. La prochaine fois que moi j'ai un sujet à pitcher, évidemment qu'il se souvient qu'on lui a rendu service avant, évidemment qu'il se souvient qu'on n'est pas que des opportunistes. Et donc, c'est pour ça que la dimension humaine, la dimension, notre étiquette professionnelle, quand on est un communicant, implique davantage de choses qui relèvent du savoir-être que peut-être dans d'autres métiers. Troisième erreur à éviter, ignorer les médias locaux. Ça, c'est une erreur qu'on voit extrêmement souvent dans tous les médias, souvent dans les grands départements de communication africains. C'est le fait de considérer alors, comment je vais dire ça sans citer de médias? Mais bon, voilà, pour ce qui fait chic, c'est faire une campagne avec ce média qui est un média international avec une branche Afrique. C'est pas toujours vrai. Ce que je veux dire, c'est que apprenez à soumettre aussi les médias internationaux aux mêmes exigences performatives, aux mêmes exigences en termes de metrics auxquelles vous soumettrez vos médias locaux. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui fait chic, parce que bon, ça fait peut-être chic d'avoir tel ou tel nom de grand média international à présenter sur son dossier que relira notre DG, mais est-ce qu'il performe vraiment mieux pour ce sujet spécifique que le média local, que la plateforme locale ou l'influenceur local. Moi, je suis très contente de voir que de plus en plus en Afrique, on est complètement décomplexé vis-à-vis de cette manière de,
de vouloir forcément travailler avec des médias internationaux. Je crois que nous avons un rôle à jouer qui est essentiel dans le fait de renforcer, crédibiliser, redonner du pouvoir à nos médias et donc à nos narratifs, et qu'il ne faut pas hésiter à appeler, à jouer sa partition dans cet objectif commun. Donc les médias locaux, très importants, vraiment. Et puis la dernière erreur, évidemment, à éviter, c'est ne pas préparer ses porte-paroles. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret. Préparer ses porte-paroles, son porte-parole, c'est pas forcément lui dire, écoute, tu as telle interview à tel jour, à telle heure avec ce journaliste. D'abord, c'est donner les éléments de contexte. Qui est le journaliste? Quels sont les derniers sujets sur lesquels ce journaliste a écrit? Préparer une fiche de préparation. Quels sont les derniers sujets sur lesquels ce journaliste a écrit? Quel est son style d'interview en général? Préparer les éléments de langage, évidemment. Voilà les messages clés que tu devras délivrer au cours de cette interview. Trois en général, c'est bien, pas plus. Sinon, c'est plus un message clé, c'est juste un message. Et puis, surtout, préparer ce que dans le monde anglo-saxon, on appelle les hot topics, c'est-à-dire les sujets chauds, les questions à risque. Et pour vous donner un exemple très concret, ancré dans la réalité, quand je dirigeais la communication de Meta pour l'Afrique francophone, au moment du Covid, j'ai créé une campagne qui s'appelait Africa Together, qui était une campagne d'ailleurs panafricaine, pas seulement pour l'Afrique francophone, mais pour l'Afrique anglophone également, avec un partenariat avec un grand nombre d'institutions, dont la Croix-Rouge internationale. Et donc, j'ai développé cette campagne qui visait à promouvoir des messages pour des messages de prévention pour que les gens sachent se prémunir du Covid-19. Cette campagne, le cœur de, enfin pas le cœur de cette campagne, mais cette campagne comportait également un concert en ligne pour ce concert, et donc je suis invitée sur le plateau de TV5 pour parler de cet événement, parler du partenariat avec la Croix-Rouge et les efforts que Facebook, à l'époque, ça s'appelait encore Facebook, fait pour aider les Africains à se prémunir du Covid-21, 19. Et au milieu de cette interview qui normalement porte sur la santé, la musique, euh, la créativité, etc., évidemment qu'on me pose une question euh, sur les fake news. Et donc, c'est pour ça que je dis la préparation, et évidemment, je savais qu'on allait me poser une question adverse. Et là où je veux insister, c'est que d'abord, rien ne va de soi et que vous devez être préparé à toutes les situations. Une crise, ça s'anticipe. Ce que je vais dire, c'est que si vous êtes surpris par une question qu'on vous a posée sur un plateau de télévision, c'est que probablement vous avez mal préparé l'interview de votre porte-parole. Parce que dans cette interview, il devait y avoir une liste de deux ou trois questions qui sont peut-être pas le sujet de l'interview, mais si jamais elles sont posées, le porte-parole sait comment répondre. Donc, et pour prendre l'exemple de Facebook, moi, pendant des années, je savais que quel que soit le sujet dont je parle, même si je parlais je sais pas moi, du tourisme en Afrique, il n'était pas impossible qu'un journaliste au milieu de l'interview ait envie de me poser une question sur Cambridge Analytica, qui est une des plus grandes, une des plus grandes crises qu'a dû traverser l'entreprise Facebook. Donc, anticiper, vraiment. Et ça, it's not rocket science. C'est quelque chose qui est plutôt facile à faire normalement. Vous devriez le savoir, qu'on va vous poser une question compliquée. Et si elle n'arrive pas, tant mieux, mais si elles arrivent, au moins, vous serez préparé. J'essaie d'avancer, j'ai l'impression que je parle beaucoup plus que je ne devrais. Reprendre la main sur le récit. Et là, j'entrais dans le sujet de communication de crise, peut-être un peu plus. Et je voudrais que vous expliquiez pourquoi c'est important la masterclass qu'on fait aujourd'hui et pourquoi c'est beaucoup plus important pour nous, communicants africains ou communicants travaillant sur le continent africain. L'Afrique est très peu racontée dans le monde en termes de quantité de couverture médiatique. Elle est sous-représentée
par rapport à la population, à la population africaine dans le monde. Donc le volume des histoires portant sur l'Afrique, dans le volume des histoires, des stories qu'on retrouve sur le monde en général, est faible par rapport à ce que l'Afrique représente en termes de population. Donc il n'y a pas assez d'articles sur l'Afrique de manière générale dans le monde. Donc on part déjà avec ce déficit-là quand on est un communicant affrontant une situation de crise sur le continent africain. Et sur ce petit volume d'articles, enfin petit, faible, plutôt faible, volume d'articles portant sur l'Afrique, 81% d'entre eux portent sur des conflits et des crises. Par défaut, le narratif africain est associé à la crise, ce qui normalement devrait faire de nous des champions de la com de crise, puisque l'environnement médiatique international nous force à réfléchir le plus souvent en posture de crise. Un autre chiffre que je voudrais vous donner et moi, est celui qui m'attriste le plus, c'est que un tiers des articles africains dans les médias africains proviennent de sources étrangères. Et je voudrais vous donner quelques instants pour absorber cette information. Je vais en profiter pour citer ma source qui est Africa No Filter dans son rapport de 2021 sur How Media Cover Africa, je crois, quelque chose comme ça. Et de manière générale, je vous recommande les travaux d'Africa No Filter qui sont toujours particulièrement édifiants. Ça veut dire que même dans un environnement local, le tiers des articles va être inspiré par des sources en dehors du pays. Et ça est passé parce qu'il y a aussi une question de moyens. Il y a seulement plus de 63%, par exemple, des médias africains avouent ne pas avoir de correspondants dans des pays étrangers. Et quand je parle de pays étrangers, je ne parle pas du Japon, je parle du pays voisin, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous, je crois, communicants africains, et plus que pour n'importe qui d'autre, parce que nous avons une responsabilité particulière. Nous avons une responsabilité qui est beaucoup plus importante et qui nous oblige, dans la maîtrise de la communication de crise, à devenir des maîtres de la narration proactive. Parce que c'est essentiel pour créer de l'espace, pour faire une percée dans l'environnement que je viens de décrire. Il nous force à à miser davantage, à insister davantage, à pousser beaucoup plus fort pour, euh, pour, pour, euh, pour faire entendre nos voix, tout simplement. Parce que ça veut dire aussi que, puisque les sources sur l'actualité africaine partent de médias étrangers, ça veut dire aussi que les articles sont calibrés pour leurs audiences et pas les audiences africaines. Petit aparté pour dire, soutenons nos médias, je reviens là-dessus, mais si on passe plus de temps à faire un budget pour tel événement, si on passe plus de temps, si on met plus d'argent dans la participation à tel événement international et qu'on chipote lorsqu'il s'agit de répondre à son média local ou de il y a un problème et on fait partie du problème. Donc, faisons en sorte de ne pas faire partie de ce problème-là. C'est de notre responsabilité de structurer notre écosystème local parce que cet écosystème local-là, nous en sommes les premiers bénéficiaires et c'est lui qui nous permet de porter nos narratifs. Et puis, ben, il s'agit de redéfinir sa réputation lorsqu'on fait face à une situation de communication de crise. Il y a quelques spécificités africaines en matière de gestion de crise. La première, c'est WhatsApp est le premier média sur le continent africain. Ça va pas de soi dans n'importe quelle autre ère géographique. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis. Nous, on est tous habitués à ce que WhatsApp soit notre premier canal de communication. Et alors, c'est toujours très étonnant quand on va aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, les gens communiquent davantage par iMessage que par WhatsApp, alors que pour nous,
C'est l'alpha et l'oméga et ça va de soi que évidemment que c'est WhatsApp. Donc prendre conscience des spécificités régionales et locales qui sont les nôtres. Concrètement, ça veut aussi dire, enfin voilà. La deuxième chose, deuxième spécificité africaine, c'est que les leaders d'opinion ont un poids qui est extrêmement important, qui est beaucoup plus important qu'ailleurs en termes de pondération. Et qu'un tweet ou une story d'un influenceur a beaucoup plus d'impact qu'un article de presse. Et donc revoir nos mécanismes de réponse à la crise. C'est-à-dire qu'on aura peut-être appris à l'école que lorsqu'il y a une crise, il faut contacter le journaliste, envoyer son statement, etc., etc. Certes, mais dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, il faut qu'on ait quand même bien identifié que, WhatsApp est le canal numéro un, donc investissez ces canaux, pardon. Donc investissez les groupes WhatsApp. Faites des informations qui sont WhatsAppable pour résumer ça simplement. Et pour prendre un exemple, vous avez un communiqué, vous faites face à une situation de crise, il faut publier un démenti. Alors bien sûr, évidemment, on va écrire son communiqué de presse, le transférer aux médias. Dans le meilleur des cas, on va peut-être prendre la photo et la photo va tourner sur WhatsApp. Ou sinon, on peut même encore aller plus loin. Et ce que moi je conseille, c'est-à-dire construire l'information pour ce réseau social. C'est-à-dire la mettre directement dans un format de story WhatsApp, la designer dans ce format pour que ce soit tout de suite beaucoup plus facilement communicable, partageable et viral. Mais à ce moment-là, le visuel de réponse WhatsApp avec notre démenti est aussi important, peut-être plus, que le communiqué de presse. Troisième spécificité africaine, c'est que le contexte culturel va amplifier ou atténuer la crise selon qu'elle touche à des valeurs culturelles. Donc, c'est souvent les sujets qui touchent au social, à l'intime, à la culture, à l'identification, qui peuvent être porteurs de crise en Afrique. Et puis évidemment, ça va de soi, n'hésitez pas à communiquer avec vos régulateurs. Et c'est très important de communiquer avec les régulateurs, les autorités, pour garder un canal permanent et lorsqu'il s'agit d'atténuer les crises. 7 principes de la gestion de crise sur lesquels je vais aller vite. Les premiers, c'est la vitesse. On ne répond pas, évidemment, qu'il faut répondre dans les 2 heures. Et il faut répondre même quand on ne sait pas tout. Mais dire je ne sais pas tout, je suis encore en train d'analyser la situation, j'ai connaissance qu'il se passe d'eux, c'est déjà une réponse. Et ça vaut beaucoup mieux que le silence. Il ne faut pas attendre d'avoir géré le problème, d'avoir réglé le problème pour communiquer sur ce problème. Parce que le vide narratif joue toujours en notre défaveur. Les anglo-saxons ont ce qu'ils appellent le holding statement, qui est pas une pratique répandue en francophonie en général, hein, que ce soit francophonie africaine ou francophonie hors africaine. Mais le holding statement, c'est un communiqué de presse qui vise à dire, je n'ai pas encore d'éléments détaillés pour répondre aux questions précises sur cette crise, mais j'y travaille, je sais que c'est en train de se passer, je suis dessus. Et ça permet de faire baisser un peu la température, ça permet de faire patienter les journalistes. Et puis surtout, ça permet quelque chose de très simple, parce que dans votre crise, il y a plein de petites choses que vous voulez éviter. Mais vous voulez éviter que 60% des reportages, des sujets télé ou des articles qui vont parler de votre crise comportent la mention «Nous ne sommes pas parvenus à joindre un représentant de cette organisation. Pour l'instant, telle organisation garde le silence sur la question», ce qui aggrave la perception négative en situation de crise. Donc, et ces détails-là comptent. Donc, répondre vite est important, mais répondre vite, ça ne veut pas forcément dire avoir tout de suite la solution, mais il faut parler vite. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, dire la vérité.
parce que sinon ça finira toujours par se savoir si on a menti. Donc dire la vérité ou en tout cas, et je ne sais pas par exemple, c'est une vérité. Alors je ne vous dis pas de dire je ne sais pas, hein. Il y a d'autres manières beaucoup plus comme de dire je ne sais pas. Mais ne dites pas ça va se régler si vous n'en êtes pas sûr. En revanche, ce que vous pouvez montrer, c'est de l'action. Finalement, je fais mes principes dans le désordre. Mais troisième principe de gestion de crise, c'est l'action. Communiquer pour montrer que vous êtes en action. C'est ce à quoi sert le holding statement ou, peut-être la citation de réponse que vous allez faire parvenir aux médias qui vont vouloir vous interviewer, vont vous demander votre position est telle. Nous sommes conscients de telle situation qui est survenue à tel endroit. Nos équipes sont formellement, nous sommes encore en train d'analyser les processus pour comprendre ce qui a, le contexte qui a amené à la survenue de cet incident. Nous sommes mobilisés. Nos équipes sont fortement mobilisées pour répondre à cette question et revenir vers vous dans les plus brefs délais ou apporter une réponse rapide. Mais ce que je veux dire, c'est que dire qu'on agit, mais parce que si vous ne dites rien, l'autre et donc le public suppose que vous ne dites rien, donc vous ne faites rien. Donc c'est pas superflu de communiquer pour lui dire, je suis en train de chercher une solution. Et en termes d'action, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent en plus dans les situations de gestion de crise. Nous avons mis en place un comité spécifique de gestion de cette situation. Un groupe d'experts internes nous avons constitué un groupe d'experts internes, un groupe spécial d'experts pour examiner cette situation. La vérité, c'est que bon, ça mange pas de pain, hein. Le groupe d'experts, le groupe de pilotage, etc. On peut mettre dedans ce qu'on veut. Mais ça montre que... Mais on ne peut pas communiquer à vide non plus. À partir du moment où on prend la parole, il faut montrer qu'on est en train de faire quelque chose. Si vous n'êtes pas en train de régler le problème en lui-même, parce que certains problèmes, des problèmes industriels, peuvent demander du temps à être réglés, montrez que vous êtes en train de mettre les processus pour régler ce problème, mais quoi qu'il en soit, que vous êtes en action. L'empathie, c'est essentiel. C'est quelque chose, on a pendant longtemps estimé que en communication, il ne faut pas dire j'ai mal fait ou il faut pas faut pas arborer une posture de regret ou de coupable. C'est pas vrai en réalité. Il s'agit pas d'arriver à la télévision et de dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Mais il faut montrer de l'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, la première chose que le public retiendra, que diront tous les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est en plus, ils sont même pas désolés. Donc, encore une fois, c'est pas superflu. Nous regrettons profondément cette situation. Nous comprenons la frustration que telle situation a pu engendrer. Notre soutien va aux victimes. Nous pensons au premier chef aux victimes de cet accident et à leurs familles. C'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique parce que il s'agit pas d'être simplement de montrer qu'on a du cœur. Au-delà de ça, il s'agit d'empêcher que les autres pensent qu'on n'en a pas. Hmm. Et puis, la cohérence, en situation de crise, une seule personne parle pour dire une seule voix, un seul message. Il n'y a pas une seule personne parle. Et donc, verrouiller vos canaux de communication en situation de crise pour faire en sorte qu'elle soit maîtrisée et que c'est pas n'importe quel individu dans l'organisation euh, soit capable d'aller porter un message différent sur la place publique. Et puis communiquer avec du suivi. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avancez dans la gestion de cette crise, communiquer sur les étapes.
de cela. Mais long story short, on n'a pas besoin d'avoir fini de régler la crise, d'avoir connaissance de toutes les raisons du problème pour commencer à parler. 5 principes clés et j'ai fini, promis. Les premiers, c'est que une crise n'arrive jamais au bon moment, sinon ce serait pas une crise. Donc très important d'être préparé. Et l'anticipation, c'est non négociable. Deuxième principe, et vous le savez, une réputation, on met des années à la construire, elle peut se détruire en quelques heures. Donc, encore une fois, investissez au quotidien dans le fait de construire un capital de marque qui va permettre de résister à une crise, qui va servir de tampon ou de coussin d'amortissement lorsque la crise surviendra. Troisième principe clé, le silence n'est pas neutre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le silence est systématiquement interprété contre vous. Et donc, il faut prendre la parole, pas pour faire des fausses promesses, pas pour mentir, ou dire que c'est réglé si ce n'est pas réglé, ou que le problème n'existe pas alors qu'il existe, mais pour dire qu'on est en action, quoi qu'il en soit. Enfin, c'est très important de participer à l'évangélisation, au fait d'aider les autres départements d'une entreprise, les autres départements d'un ministère, d'une organisation à comprendre que les relations publiques ne sont pas un coût, mais c'est un investissement. C'est ce qui nous permet d'avoir je le redis, le capital nécessaire, le capital narratif, le capital en termes de brand love, de confiance, de crédibilité, qui nous sera indispensable pour répondre lorsque survient une situation de crise. Et puis, la prévention vaut mieux que... c'est le meilleur de tous les plans. Et vaut toujours mieux prévenir que guérir et se mettre en situation d'anticipation. J'en ai fini pour mon long monologue. Merci Olivia. J'avoue que tu as dépassé le temps imparti pour la keynote, mais tu as déjà abordé quelques questions de l'étude de cas. Donc l'idée, c'est qu'on va passer à l'étude de cas et on va essayer de contextualiser certaines questions que tu as déjà couvertes. Donc tu nous as mâché un petit peu le travail, mais c'était super intéressant. Tu vois les réactions de l'audience qui t'envoie des cœurs, des pouces. Tu nous as fait une vraie masterclass avec les erreurs à éviter, les piliers phares, les cinq clés. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on va passer à l'étude de cas. Comment Olivia Nloga a renforcé la réputation et la crédibilité de marque et de personnalité publique en Afrique. Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, en petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.